le 12 septembre 1942, Guadalcanal. Peu après la tombée de la nuit, le lieutenant-colonel Merritt Edson se tenait dans l'obscurité sur une crête jungle, à 1,5 miles au sud de l'aérodrome d'Henderson. Il écoutait les bruits qui le hanteraient pour le reste de sa vie. Quelque part, dans le mur noir de végétation en contrebas, 3000 soldats japonais se mettaient en position. Il pouvait les entendre. Le craquement des branches, le cliquetis métallique de l'équipement, des voix qui s'appelaient en japonais, sans même prendre la peine de rester silencieux. Ils étaient aussi confiants. Edson avait 840 Marines, des raiders et des parachutistes, certes, mais toujours en infériorité numérique de plus de 3 contre 1. La crête sous ses bottes était le dernier terrain surélevé avant l'aérodrome. Si les Japonais la prenaient, ils déverseraient des tirs d'artillerie sur la piste. Les avions qui maintenaient l'île ravitaillée seraient détruits. Les 12 000 marines sur Guadalcanal seraient coupés, encerclés et anéantis. Tout se jouait sur cette unique bande de corail et d'herbes kunai. Edson se tourna vers ses hommes dans l'obscurité. Ils étaient épuisés. Ils se battaient depuis 5 semaines d'affilée, survivant avec 2 repas par jour, luttant contre la malaria et la dysenterie en même temps que contre l'ennemi. Beaucoup n'avaient pas dormi depuis 36 heures. Leurs uniformes pourrissaient sur leur corps dans l'humidité tropicale. Certains avaient perdu 10 kilos depuis le débarquement. D'autres tremblèrent de fièvre tout en étreignant leurs fusils. Il ne leur fit pas de discours sur la gloire ou la patrie, il leur donna la vérité. « Tenez encore une nuit, leur dit-il, juste une nuit de plus. Si nous tenons, nous serons relevés demain matin. » Puis, les Japonais arrivèrent. Ce qui se passa au cours des 12 heures suivantes marquerait un tournant dans la guerre du Pacifique. Cela briserait les présomptions japonaises sur l'esprit combatif américain. Cela établirait le corps des Marines des États-Unis comme la force terrestre la plus redoutée que le Japon aurait jamais affrontée, et cela amorcerait une transformation dans la façon dont l'Empire du Japon concevait le combat contre l'infanterie américaine. Mais pour comprendre pourquoi cette seule nuit comptait tant, il fallait d'abord comprendre à quoi ressemblait le monde à l'été 1942. Le Japon était en train de gagner, pas seulement de gagner, mais de dominer. Dans les 6 mois après Pearl Harbor, l'armée et la marine impériale japonaise avaient balayé le Pacifique à une vitesse qui stupéfiait les observateurs militaires du monde entier. Hong Kong tomba en 17 jours. La forteresse réputée imprenable de Singapour se rendit en 70 jours, avec 80 000 soldats britanniques et du Commonwealth marchant vers la captivité. La plus grande reddition de l'histoire militaire britannique. Les Indes orientales néerlandaises s'effondrèrent en 3 mois. La Birmanie tomba. Les Philippines tombèrent. L'île de Wake tomba. Les forces américaines et alliées avaient été battues partout. L'armée japonaise avait capturé un territoire s'étendant sur 8000 kilomètres, des frontières de l'Inde aux îles du Pacifique central. Les analystes militaires à Tokyo calculèrent que le Japon contrôlait désormais des ressources et des populations qui éclipsaient l'archipel lui-même. Le pétrole des Indes néerlandaises, le caoutchouc de Malaisie, le riz d'Indochine. La sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale devenait réalité. Plus que du territoire, les commandants japonais avaient gagné quelque chose d'également précieux. Ils s'étaient convaincus que les soldats occidentaux ne savaient tout simplement pas se battre. Ce n'était pas de la simple propagande. Les officiers japonais y croyaient sincèrement. Ils avaient vu les troupes britanniques se rendre par dizaines de milliers à Singapour, beaucoup sans tirer un coup de feu. Ils avaient vu les forces américaines à Bataan tenir courageusement, mais finalement s'effondrer après des mois de famine et de maladie. Ils avaient étudié les performances de leur propre infanterie en Chine, où les soldats japonais avaient remporté victoire sur victoire contre des adversaires numériquement supérieurs grâce au choc, à la vitesse et à la volonté de mourir. La conclusion semblait évidente. Les soldats asiatiques possédaient une force spirituelle que les Occidentaux n'avaient pas. Le code du Bushido,
la tradition guerrière remontant à des siècles donnait aux troupes japonaises un avantage qu'aucune quantité de production industrielle américaine ne pourrait surmonter. Un soldat japonais valait 10 Américains. C'était simplement accepté comme un fait par des officiers qui engageraient des milliers de vies sur cette hypothèse. Le renseignement militaire japonais renforçait cette croyance avec des analyses qui frisaient le fantasme. Les Marines américains étaient décrits comme des détenus de prison ayant le choix entre le combat et l'incarcération. Ils étaient dépeints comme indisciplinés, mal entraînés et susceptibles de céder sous la pression. Les quelques milliers de marines sur Guadalcanal étaient estimés à 2000 hommes, peut-être moins, mal ravitaillés, démoralisés, mûrs pour la destruction. Le quartier général impérial à Tokyo fonctionnait sur ces hypothèses en planifiant la reprise de Guadalcanal. Ils allouèrent des forces qui auraient été adéquates contre la faible garnison qu'ils imaginaient. Ils n'envisagèrent jamais que la réalité puisse être différente. Cette évaluation était fausse dans presque tous ses détails, et un homme comprenait exactement à quel point elle était erronée. Le major général Alexander Van de Grift, commandant la première division de Marines, n'avait aucune illusion sur sa situation. Ces Marines avaient débarqué le 7 août avec 17 jours de munitions et de nourriture. La marine s'était retirée après de lourdes pertes à la bataille de l'île de Savo, laissant les forces de Van de Grift isolées sur une île qu'ils contrôlaient à peine. Les avions japonais bombardaient l'aérodrome d'Henderson quotidiennement, volant depuis Rabaul en formation qui semblait sans fin. Les navires de guerre japonais pilonnaient le périmètre chaque nuit, leurs obus de 355 mm transformant la nuit en cauchemar d'explosions et de feux. Les renforts japonais déferlaient sur l'île via des courses de destroyers à grande vitesse que les Américains appelleraient le Tokyo Express, livrant des troupes fraîches sous couvert de l'obscurité. Les hommes de Van de Grift avaient faim. Ils étaient malades. Ils étaient entourés par un ennemi qui se renforçait chaque semaine tandis que leurs propres provisions diminuaient. La situation, selon toute évaluation militaire rationnelle, était désespérée. Mais Van de Grift savait aussi quelque chose que les Japonais ignoraient. Il savait de quoi les Marines étaient réellement capables. Ce n'étaient pas des condamnés ou des conscrits. L'entraînement des recrues marines durait 13 semaines, plus longtemps que tout autre service américain. Chaque marine recevait 147 heures d'instruction au fusil à Paris Island, près du triple de ce que recevaient les soldats de l'armée. Chaque marine se qualifiait comme fusilier avant d'apprendre toute autre spécialité. Ce n'était pas de la rhétorique, c'était la doctrine, établie après que le commandant découvrit en 1899 que moins de 100 marines dans tout le corps pouvaient atteindre les normes de tir. Le major Charles L. Abbé Longstreet Heinzelmann fut chargé de prendre le tir au sérieux. Le corps avait passé 4 décennies à faire exactement cela. En 1942, le tir de précision des Marines était légendaire. Les normes de qualification qui auraient classé un soldat de l'armée comme expert suffisaient à peine aux exigences minimales pour les Marines. Plus important encore, les Marines avaient développé quelque chose d'unique dans l'organisation militaire. Depuis 1934, ils s'étaient entraînés spécifiquement pour l'assaut amphibie, l'opération militaire la plus difficile. Qui existe? Ils avaient écrit le manuel, littéralement. Le Tentative Manual for Landing Operations, publié cette année-là, devint le fondement de la doctrine amphibie, pas seulement en Amérique, mais dans le monde entier. La marine l'adopta, l'armée l'adopta. Même les Britanniques l'utilisèrent pour planifier leurs propres opérations amphibies. Entre 1935 et 1941, les Marines menèrent 7 exercices de débarquement de flotte, élaborant la doctrine pour le soutien des tirs navals, le soutien aérien rapproché et les tactiques d'infanterie contre des plages fortifiées. Ils développèrent des exigences pour des péniches de débarquement pouvant transporter des troupes directement sur des rivages hostiles. Ils entraînèrent des officiers de marine à coordonner le bombardement avec les mouvements d'infanterie. Ils apprirent par des essais et des erreurs douloureux ce qui fonctionnait et ce qui faisait tuer des hommes.
Aucune autre armée au monde n'avait investi ce genre d'effort pour prendre d'assaut des côtes défendues. Les Japonais étaient sur le point de découvrir ce que cet entraînement produisait. Le premier test arriva le 21 août, 2 semaines avant la crête d'Edson. Le colonel Kiyonao Ichiki mena 917 soldats japonais d'élite à travers un banc de sable à l'embouchure de la rivière Ilu, mal identifiée sur les cartes américaines comme la Tenaru. C'étaient des vétérans des campagnes de Chine, des troupes aguerries qui n'avaient jamais connu la défaite. Ichiki lui-même était un officier décoré avec des années d'expérience au combat. Son régiment avait participé à la conquête de Guam. Ils s'attendaient à balayer les lignes américaines en une seule nuit. Ils attaquèrent de nuit, hurlant, baïonnettes au canon, absolument certains qu'ils briseraient les Marines, comme ils avaient brisé tout autre ennemi qu'ils avaient affronté. Les Marines attendaient. Ils s'étaient retranchés le long de la rive ouest de la rivière. Des mitrailleuses couvraient le banc de sable depuis plusieurs positions. Les fusiliers avaient réglé leurs armes sur les points de passage probables pendant la journée. Des barbelés s'étiraient à travers les approches. La position n'était pas élaborée, mais elle était préparée. Quand les hommes d'Ichiki chargèrent à travers le banc de sable dans l'obscurité, les mitrailleuses ouvrirent le feu depuis 3 directions. Les traceurs traversèrent les formations compactes. Les fusiliers tirèrent avec la précision que des centaines d'heures sur le champ de tir avaient ancré dans leur mémoire musculaire. La charge japonaise heurta un mur de feu et se désintégra. Vague après vague avança. Vague après vague fut détruite. Les corps s'empilèrent sur le banc de sable jusqu'à ce que les Japonais qui suivaient doivent grimper par-dessus leurs propres morts. À l'aube, le carnage était total. Des chars légers M3 Stuart du 1er bataillon. 2 chars défilèrent à travers le bosquet de cocotiers où les Japonais survivants s'étaient retranchés, achevant la destruction. Les Marines comptèrent plus de 800 soldats japonais morts sur le banc de sable et dans la jungle environnante. Le colonel Ichiki brûla ses couleurs régimentaires pour éviter leur capture, puis se suicida. Les pertes américaines étaient de 35 tués. Quand les rapports atteignirent Tokyo, les officiers d'état-major refusèrent d'y croire. Les chiffres devaient être faux. Les soldats japonais ne mouraient pas dans ces proportions. Ce n'était pas possible, mais c'était possible. Et cela allait se reproduire. La défaite à la Tenaru fut attribuée à la trop grande confiance d'Ichiki. Il avait divisé ses forces, attaquant avec seulement la moitié de son régiment, tandis que le reste restait en arrière. Tokyo raisonna qu'une force plus forte, correctement coordonnée, réussirait là où Ichiki avait échoué. Le major général Kiyotake Kawaguchi amena 3000 hommes à travers la jungle pour attaquer depuis le sud, évitant les zones côtières où Ichiki avait été détruit. Son itinéraire prit des semaines à traverser, les soldats taillant à travers une végétation tropicale si dense que la progression ralentissait parfois à quelques centaines de mètres par jour. Beaucoup s'effondrèrent d'épuisement et de maladie avant d'atteindre les positions d'assaut. Son plan était solide. Ses troupes étaient fraîches comparées aux Marines qu'elles affronteraient, et il avait choisi comme cible la crête où le lieutenant-colonel Edson attendait avec ses 840 Raiders. Edson comprit ce qui arrivait. Le renseignement avait détecté des mouvements japonais dans la jungle. Les Coast Watchers avaient signalé le Tokyo Express livrant des renforts. La crête à 1,5 mille au sud de l'aérodrome d'Henderson était l'approche évidente pour toute force tentant d'atteindre l'aérodrome à travers la jungle. Edson positionna ses hommes avec soin. Le 1er bataillon de Raiders et le 1er bataillon de parachutistes s'étalaient sur une ligne d'environ 900 mètres de long. Ils creusèrent des trous de combat dans le sol corallien rocheux. Ils dégagèrent des champs de tir à travers l'herbe kunai. Ils enregistrèrent les coordonnées d'artillerie sur les routes d'approche probables, et ils attendirent. L'assaut commença à 21h30 le soir du 12 septembre, avec un croiseur et 3 destroyers japonais pilonnant les positions des Marines. Les obus s'écrasaient sur la crête, envoyant des fragments de corail tournoyer dans l'obscurité. Alors que le bombardement cessait, les premières vagues émergèrent de la jungle.
Ce qui suivit fut 12 heures de combat si intenses que les vétérans eurent du mal à le décrire pour le reste de leur vie. Les Japonais attaquèrent par vagues, se jetant sur les lignes des Marines à travers l'herbe kunai, leur arrivant à la taille. Les officiers menaient avec des sabres dégainés, hurlant des ordres. Les hommes du rang suivaient avec les baïonnettes au canon, certains tirant en courant, d'autres économisant leurs balles pour le combat rapproché. Des grenades décrivaient des arcs dans l'obscurité, leurs explosions ponctuant le rugissement continu des tirs de fusil. Les mitrailleuses tiraient jusqu'à ce que leurs canons rougeoient, les tireurs versant de l'eau sur les mécanismes pour les maintenir en état de fonctionner. Les Marines se battirent avec des baïonnettes quand les munitions manquaient, avec des couteaux quand les baïonnettes se brisaient, avec des pelles de tranchées et les mains nues quand il ne restait plus rien. Le combat était si rapproché que les hommes pouvaient sentir leurs ennemis, si sombre que l'ami et l'ennemi se distinguaient seulement par la forme et le son. Le centre de la ligne des Marines plia. Une compagnie de parachutistes fut presque submergée, son commandant tué, ses survivants se repliant dans la confusion. Les soldats japonais pénétrèrent à moins de 900 mètres de l'aérodrome d'Henderson. Certains atteignirent le bord de la piste elle-même avant d'être tués. Edson était partout, debout sur une caisse de munitions en pleine vue de l'ennemi, se découpant sur les lueurs de l'artillerie, il dirigeait les tirs, repositionnait les unités et ralliait les hommes qui étaient sur le point de céder. Son surnom était Red Mike, gagné par une barbe qu'il avait portée au Nicaragua. Cette nuit-là, il gagna quelque chose de plus précieux. Il gagna la Medal of Honor. À un moment, avec la ligne qui s'effondrait et les forces japonaises déferlant à travers la brèche, Edson rencontra un groupe de Marines reculant en désordre. « Où allez-vous » demanda-t-il. « Nous ne pouvons pas les tenir » fut la réponse. La réponse d'Edson devint légendaire. « Par Dieu, vous allez les tenir. Maintenant, retournez là-bas et faites-le. » Ils tinrent. À 3 heures du matin, le 14 septembre, la crise atteignit son paroxysme. Les forces japonaises avaient percé le centre et se déversaient vers l'aérodrome. Edson avait engagé toutes les réserves. Il ne restait plus rien. La situation avait atteint le point où le major-général Van de Grift, attendant à son poste de commandement, admit plus tard que c'était le seul moment pendant toute la campagne de Guadalcanal où il douta de l'issue. Puis l'artillerie arriva. Le 11e régiment de Marines avait réglé ses canons sur la crête pendant la journée. Maintenant, dans l'obscurité, il tirait mission après mission sur les colonnes d'assaut japonaises. Les obus de 105 mm déchirèrent les formations compactes avec un effet dévastateur. Les shrapnels fauchèrent les hommes avançant épaule contre épaule. Les ondes de choc projetèrent des corps dans les airs. La jungle éclata en explosions continues qui transformèrent les voies d'approche en zones de mise à mort. L'avancée japonaise s'arrêta, puis se fragmenta, puis se brisa entièrement. L'aube révéla l'ampleur de la victoire. Plus de 600 corps japonais gisaient sur la crête et dans la jungle en contrebas. Certains décomptes atteignirent 800. Des soldats japonais blessés avaient été traînés dans la jungle par leurs camarades, ce qui signifiait que le bilan réel était probablement encore plus élevé. Les pertes des Marines étaient inférieures à 200, avec moins de 60 tués. Kawaguchi se retira dans la jungle avec les restes de sa brigade. Beaucoup mourraient de faim et de maladie dans les semaines à venir, incapables d'être ravitaillés, incapables d'être évacués. Il avait commencé avec 3000 hommes. Il émergerait des mois plus tard avec une fraction de ce nombre. La bataille de la crête d'Edson, plus tard appelée Bloody Ridge, était terminée. Un mot se répandit dans les deux armées après cette nuit. Parmi les Marines, il était simple. Ils avaient tenu contre des chances de 3 contre 1 dans l'obscurité, avec tout en jeu. Ils avaient tenu. C'était exactement ce que leur entraînement les avait préparés à faire. Parmi les Japonais, le mot était différent. C'était la confusion. C'était le doute. Pour la première fois, des soldats japonais s'étaient jetés contre une position américaine avec tout ce qu'ils avaient, et ils avaient été massacrés. Le sous-lieutenant Genjiro Inouye,
officier de la 8e compagnie indépendante de canons antichars, consigna ses pensées dans un journal qui survivrait à la guerre. Il avait été témoin des séquelles de la Tenaru et de la crête d'Edson. Il avait vu les corps empilés sur le banc de sable. Il avait entendu les survivants décrire les tirs de mitrailleuses qui semblaient venir de partout à la fois. « Leur puissance de feu nous a submergés », écrivit-il. « Nous avions trop confiance en notre puissance de charge. Ce n'est qu'après que notre puissance de feu supérieure pourra rivaliser avec leur puissance de feu supérieure que la puissance de charge de l'armée impériale remportera une victoire. » Ce n'était pas de la propagande pour la consommation intérieure. C'était l'évaluation privée d'un soldat professionnel, jamais destiné à être lu par quiconque d'autre que lui, et elle capturait quelque chose de profond. Les Japonais commençaient à comprendre que leurs hypothèses sur l'infanterie américaine étaient catastrophiquement erronées. Inouye nota une autre révélation dans son journal, qui remettait en question tout ce que Tokyo croyait sur la force des Marines. Basé sur les pensées irréalistes du quartier général impérial, le corps des Marines des États-Unis comptait environ 2000 hommes, écrivit-il. La force d'Ichiki fut divisée et envoyée à Guadalcanal avec des armes légères. La réalité était que 12 000 Marines tenaient l'île. Le renseignement japonais s'était trompé d'un facteur 6. Mais la compréhension venait lentement. Tokyo n'était pas prêt à accepter que ses soldats étaient surpassés au combat par les hommes qu'ils avaient méprisés comme mous et indisciplinés. Plus de troupes furent envoyées, plus d'attaques furent ordonnées, plus de corps s'empilèrent sur Guadalcanal. La bataille pour l'aérodrome d'Henderson fin octobre amena 20 000 soldats japonais contre le périmètre des Marines dans le plus grand assaut terrestre de la campagne. Le lieutenant-général Harukichi Yakutake, commandant la 17e armée, dirigea personnellement l'opération. Les cuirassés japonais bombardèrent l'aérodrome avec des obus de 355 mm les nuits des 13 et 14 octobre, détruisant la moitié du carburant d'aviation des Marines et des dizaines d'avions. Les soldats japonais attaquèrent depuis plusieurs directions simultanément, coordonnant leurs assauts à travers la jungle dans une opération bien plus sophistiquée que tout ce qui avait été tenté auparavant. Les Marines tinrent encore. Sur 3 jours de combat, les Japonais subirent approximativement 3500 morts. Les pertes américaines étaient inférieures à 300. Le schéma établi à la Tenaru et à la crête d'Edson se répétait à travers l'ensemble du périmètre. Les attaques japonaises étaient brisées contre la puissance de feu des Marines avec des ratios de pertes qui défiaient tout ce que Tokyo croyait sur le combat d'infanterie. En février 1943, les Japonais évacuèrent Guadalcanal. Ils avaient débarqué approximativement 36 000 soldats sur l'île. En 6 mois de combats désespérés, ils avaient perdu entre 20 000 et 30 000 tués, avec des milliers d'autres morts de maladies et de famine. Les forces terrestres des Marines et de l'armée combinée avaient perdu environ 1600 tués au combat. Le mythe de l'invincibilité militaire japonaise mourut sur Guadalcanal. Il mourut sur le banc de sable à la Tenaru. Il mourut sur la crête d'Edson. Il mourut dans la boue et la jungle autour de l'aérodrome d'Henderson. Et les commandants japonais le savaient. Ce que Tokyo comprit, et ce que le reste du monde mit plus de temps à saisir, était que Guadalcanal n'était pas une anomalie. Les Marines avaient développé une manière de se battre que les Japonais ne pouvaient égaler. Elle combinait le tir de précision, les tactiques de petite unité et les tirs de soutien dévastateurs en un système qui broyait les charges Banzai comme une machine à hacher la viande. L'innovation clé était la structure d'équipe de feu que les Marines avaient développée dans les années avant la guerre. Le capitaine Evans Carlson avait observé la 8e armée de route de Mao en Chine et avait rapporté des idées sur l'organisation de petites unités que le corps adapta à ses propres fins. En janvier 1944, les escouades d'infanterie des Marines se composaient de 13 hommes organisés en 3 équipes de feu de 4 hommes chacune. Chaque équipe de feu contenait un chef, un fusilier automatique portant le fusil automatique Browning, un assistant fusilier automatique et un fusilier. Cela signifiait 3 armes automatiques par escouade.
Les escouades de l'armée de la même période n'avaient qu'un seul fusil automatique Browning. Les Marines pouvaient générer 3 fois plus de tirs d'armes automatiques au niveau de l'escouade, l'unité de base du combat d'infanterie. La différence était cruciale. Dans les combats à courte portée qui caractérisaient le combat sur les îles du Pacifique, le feu automatique concentré était décisif. Une escouade de Marines pouvait supprimer une position ennemie tout en manœuvrant contre elle, utilisant une équipe de feu pour clouer l'ennemi et 2 pour attaquer sous différents angles. Cette flexibilité avait été conçue pour l'assaut amphibie, où les unités débarquaient, souvent fragmentées, et devaient opérer indépendamment. Elle se révéla tout aussi précieuse dans la guerre en jungle, où des formations plus importantes ne pouvaient maintenir la cohésion. La guerre dans le Pacifique avait changé. La question était de savoir si le Japon pouvait s'adapter. La réponse vint au cours des 3 années suivantes, écrite dans le sang à travers des îles dont les noms deviendraient synonymes du sacrifice des Marines. Tarawa, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa. Chaque campagne exigeait plus que la précédente. Chacune força les 2 camps à évoluer. À Tarawa, en novembre 1943, la 2e division de Marines assaillit l'île de Betio, une forteresse de bunkers en béton et de barrières en rondins de cocotiers, défendue par près de 5000 soldats d'infanterie navale japonais d'élite. Le contre-amiral Keiji Shibasaki, le commandant japonais, avait construit ce qu'il considérait comme une position imprenable. Toute approche était couverte par des champs de tir entrelacés. Des obstacles sous-marins bloquaient les péniches de débarquement. Des canons lourds pouvaient atteindre tout point où les envahisseurs pourraient débarquer. Shibasaki se vantait qu'1 million d'hommes ne pourraient pas prendre Tarawa en 100 ans. Les Marines la prirent en 76 heures. Le coup fut effroyable. Près de 1000 Marines moururent, beaucoup d'entre eux pataugeant sur des centaines de mètres dans de l'eau, leur arrivant à la poitrine sous le feu des mitrailleuses, parce que leur péniche de débarquement ne pouvait pas franchir le récif corallien. Une condition de marée rare, appelée marée de morteau d'apogée, avait réduit la profondeur de l'eau sur le récif à moins d'1 mètre, échouant les Higgins Boats qui avaient besoin de 1,20 mètres pour passer. Seuls les tracteurs amphibies LVT pouvaient traverser. Tous les autres devaient patauger. Plus de 2000 Marines supplémentaires furent blessés. Les plages étaient jonchées de corps. Mais quand ce fut terminé, seulement 17 soldats japonais de la garnison originale avaient survécu pour se rendre. Cela signifiait que 4500 Japonais avaient été tués en 3 jours de combat sur une île plus petite que Central Park. Shibasaki lui-même mourut le 2e jour, tué par des tirs de navires de destroyers américains quand il tenta de déplacer son poste de commandement. Sa prédiction sur 1 million d'hommes et 100 ans s'était avérée fausse face à 18 000 Marines et 76 heures. Le colonel David M. Shoup, qui commanda l'assaut et continua à diriger les opérations pendant 36 heures après avoir été blessé aux 2 jambes par des éclats d'obus, reçut la Medal of Honor. Le premier lieutenant William D. Hawkins reçut la Medal of Honor à titre posthume pour avoir détruit seul plusieurs casemates le premier jour. Shoup lui-même déclara qu'il n'est pas souvent qu'on puisse créditer un premier lieutenant d'avoir gagné une bataille, mais Hawkins en est venu aussi près que n'importe quel homme pouvait l'être. Le colonel Merritt Edson, servant maintenant comme chef d'état-major de division, débarqua pour évaluer la situation et observa plus tard que les Marines avaient payé le prix le plus élevé en vies humaines par mètre carré à Tarawa que dans toute autre bataille de l'histoire du corps. 4 Medals of Honor au total furent décernés pour Tarawa. La bataille choqua le public américain quand des images des pertes arrivèrent au pays, mais elle prouva que les îles fortifiées pouvaient être prises par un assaut direct et elle enseigna des leçons qui sauveraient des vies dans les campagnes à venir. À Peleliu, en septembre 1944, les Japonais dévoilèrent une nouvelle doctrine défensive qui rendrait les charges Banzai de Guadalcanal presque miséricordieuses en rétrospective. Le colonel Kunio Nakagawa commandait approximativement 11 000 défenseurs sur une île de crête corallienne et de grottes naturelles.
Plutôt que de gaspiller ses hommes dans des assauts frontaux, Nakagawa ne plaça qu'un seul bataillon, comme force de retardement sur les plages. Sa force principale se cacha dans plus de 500 grottes creusées dans les crêtes du mur Brogol, que les Marines appelleraient Bloody Nose Ridge. Le major général William H. Rupertus, commandant la première division de Marines, prédit une bataille difficile mais rapide durant peut-être 4 jours. Elle dura 73 jours. Le premier régiment de Marines subit des pertes si catastrophiques qu'il fut rendu inefficace au combat et dut être retiré. Certaines compagnies de fusiliers perdirent plus de 60% de leurs hommes la première semaine. Les tactiques qui avaient fonctionné à Guadalcanal et Tarawa, supprimer les positions ennemies puis les détruire, échouèrent contre des défenseurs qui refusaient de se montrer avant que les Marines ne soient à portée de grenade. Nakagawa tint bon jusqu'en novembre, envoyant son dernier message le 24 novembre. « Notre épée est brisée et nous avons épuisé nos lances », rapporta-t-il. Puis il brûla ses couleurs régimentaires et commit un suicide rituel. Il fut promu lieutenant-général à titre posthume. Les pertes américaines à Peleliu dépassèrent 8000, dont plus de 1500 tués. Les pertes japonaises approchèrent 11 000, avec seulement une poignée de survivants faits prisonniers. Les leçons de Peleliu se répandirent dans les deux armées. Les Japonais avaient trouvé un moyen de multiplier l'efficacité de leurs défenseurs. Les Marines avaient découvert que leurs tactiques existantes n'étaient plus suffisantes. Les deux appliqueraient ce qu'ils avaient appris aux batailles à venir. En 1944, la doctrine militaire japonaise subissait un changement fondamental. La leçon de Guadalcanal, confirmée à Tarawa, ne pouvait plus être ignorée. Les Marines américains n'étaient pas mous, ils n'étaient pas indisciplinés. Ils n'allaient pas céder sous la pression. Les charges Banzai, les assauts d'infanterie massés qui avaient fonctionné en Chine et à travers l'Asie du Sud-Est, ne faisaient qu'engraisser une machine à tuer. Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi fut peut-être le premier commandant japonais à absorber pleinement cette leçon et à agir en conséquence. Chargé de défendre Iwo Jima en juin 1944, Kuribayashi apportait des qualifications inhabituelles à la tâche. Il avait passé du temps aux États-Unis de 1928 à 1930, voyageant largement à travers l'Amérique. Il avait visité Détroit et observé la capacité industrielle américaine. Il avait étudié la pensée militaire américaine. Il comprenait son ennemi d'une manière que peu d'officiers japonais faisaient. Plus important encore, Kuribayashi avait étudié Tarawa avec une intensité professionnelle. Il savait que s'accrocher au mythe selon lequel l'infanterie américaine n'avait pas l'estomac pour le combat rapproché était, selon ses propres mots, insensé. Les Marines avaient submergé une force navale de débarquement spéciale lourdement fortifiée en 3 jours. Ils avaient pataugé à travers un feu qui aurait dû les arrêter net. Ils avaient subi des pertes qui auraient dû les briser et avaient continué d'attaquer. En conséquence, Kuribayashi conclut que tout dans la doctrine défensive japonaise devait changer.